Veuillons nous lever, accueillons M. Louis Paul Motassé, ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Monsieur le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Monsieur le chef des divisions de la ligne de financement de la Société islamique pour le développement du secteur privé, Monsieur le président du Centre africain pour le droit et le développement, chers intervenants et représentants des institutions partenaires, honorables et distingués invités, en vos titres, rangs et grades respectifs, mesdames et messieurs. Soyez les bienvenus dans cette somptueuse salle du Palais des Congrès de Yaoundé, à l'occasion du tout premier colloque international sur la finance islamique pour la zone Afrique centrale, organisé par la CID, la Société islamique pour le développement du secteur privé, et le CADEV, entendez, le Centre africain pour le droit et le développement. Pendant ces 2 jours, il sera question de sensibiliser sur le concept et les opportunités des financements islamiques à travers la présentation des lignes de financement en faveur des institutions financières. Le colloque se déroulera en 3 grandes sessions. La première session consistera à faire découvrir la finance islamique. Elle débutera tout à l'heure. La deuxième consistera à présenter les opportunités offertes par la CID, qui aura lieu un peu plus tard dans l'après-midi. Et la troisième, qui se déroulera demain, sera l'occasion des formations et d'échanges professionnels. Mais avant, nous commencerons par la session solennelle au cours de laquelle des personnalités du monde de la finance réunies autour du ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, M. Louis Paul Motassé, interviendront. Mais pour conduire cette session solennelle, je vous prie, mesdames, messieurs, d'accueillir le docteur Sadio Ousmanou. Il est le président du CADEV, le Centre africain pour le droit et le développement. Merci de l'applaudir, s'il vous plaît. Il était donc temps. Il est donc urgent que cette dynamique d'élargissement des possibilités d'accès au financement parvienne jusqu'à nous. Et c'est donc avec empressement que le CADEV, en sa qualité d'organisme de promotion du droit des affaires et de renforcement des capacités du secteur privé, qui avait ce projet dans son agenda de formation pour 2017, a accueilli à bras ouverts l'offre de partenariat de la Banque islamique, qui avait, par un effet d'heureuse coïncidence, décidé d'organiser une session de vulgarisation dans notre sous-région, après l'avoir fait naguère pour d'autres zones, dont l'UEMOA. Excellences, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, pour le CADEV, la rencontre qui s'ouvre ce jour et qui est une grande première pour l'Afrique centrale est aussi tout simplement une première. Et nous voudrions, par ce propos, proposer à la Banque islamique de développement de nous renouveler à l'avenir sa confiance afin qu'il puisse se tenir, grâce à nos efforts conjugués, la même session dans les autres États membres de la CEMAC, telle que chaque année,
il puisse y avoir un colloque sur la finance islamique dans un pays de la sous-région. Ce nous semble-t-il le gage d'une diffusion de proximité des règles et opportunités de la finance islamique et de son incrustation dans les pratiques de financement de nos économies et de nos projets structurants. En tous les cas, comme le renseigne à suffire le programme de travaux de ces 2 jours, le double objectif de promotion et de renforcement des capacités sur cette thématique est parfaitement énacté par la Banque islamique et le CADEV, et nous voudrions à ce titre d'ores et déjà annoncer la mise en place dès 2018 par le centre de formation du CADEV, qui bénéficie de l'agrément de l'État du Cameroun, d'une formation certifiante au droit et à la pratique de la finance islamique, question de mettre sur le marché sous-régional des ressources humaines prêtes à répondre aux besoins en personnel qualifié que nos établissements financiers et nos administrations seront bientôt dans l'urgente nécessité d'avoir. Des questions aussi cruciales que la négociation et la rédaction efficace des conventions de financement islamique, la gestion des contentieux nés de l'exécution des crédits islamiques, la mise en place et la gestion de services spécialisés dans la finance islamique au sein de nos banques classiques et l'assistance des porteurs de projets dans leur parcours de demande et de gestion des financements islamiques sont, entre autres, autant de champs de compétences qu'il sera utile de maîtriser. Car si nous nous accordons que la finance islamique est une belle opportunité de financement, aussi démocratique qu'équitable de l'économie et des projets d'État, rien ne justifierait que son adoption soit retardée ou contrariée et que sa mise en œuvre effective soit laissée entre des mains non expertes. C'est pourquoi il n'est que temps de solliciter, à l'instar de ce qui se fait déjà chez nos voisins de l'UEMOA, un cadre juridique spécifique soit pris qui viendrait légitimer et encadrer ostensiblement ce système de financement qui, pour être islamique, n'en est pas moins ouvert à tous les acteurs économiques et à tous les ménages. Excellences, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, alors que je dois conclure mon propos, je voudrais renouveler les remerciements du CADEV au groupe de la Banque islamique, autant pour son initiative que pour sa confiance à l'égard de notre organisation. Je voudrais également témoigner les remerciements du CADEV aux experts présents pour nous animer ces 2 journées, mais également à nos partenaires pour leur présence remarquée, à savoir Afriland First Bank, la société touristique Express et le centre permanent d'arbitrage et de médiation du CADEV. Alors, en attendant la suite, il ne me reste qu'à souhaiter aux uns et aux autres une sincère et chaleureuse bienvenue. Je vous remercie. À présent, Madame, Monsieur, je voudrais inviter le chef de la division de la ligne de financement de la Société islamique pour le développement du secteur privé, Monsieur Salah Babali, s'il vous plaît. Salam alaikum. Rapidement, un petit discours de bienvenue de la part du groupe de la CID. Donc, nous vous remercions tous d'être présents et nous allons, durant ces 2 prochaines journées, vous donner beaucoup plus d'explications sur ce que nous faisons et comment nous le faisons. Donc, Monsieur le Ministre, nous vous remercions pour votre présence et votre participation. Donc, Excellence Monsieur le Ministre, Excellence Monsieur le Gouverneur de la BID pour le Cameroun
messieurs les directeurs des institutions bancaires, messieurs les directeurs de sociétés, honorables invités, mesdames, messieurs. Donc, je voudrais, au nom des autres autorités du groupe de la BID, de la délégation qui m'accompagne et en mon nom propre, vous remercier de nous avoir honorés de votre présence ce matin à la cérémonie solennelle d'ouverture du colloque international sur la finance islamique, que nous co-organisons avec le CADEV, qui est le Centre africain pour le droit de développement, en partenariat avec IRTI, qui est l'Institut de recherche et de formation du groupe de la Banque islamique, et Afriland First Bank. Le présent colloque intervient après celui que nous avions organisé en Afrique de l'Ouest en 2016 à Abidjan et s'inscrit dans le prolongement de multiples initiatives que nous avons prises durant ces dernières années dans le but de raffermir davantage nos liens de coopération avec nos pays membres et en particulier ceux de l'Afrique subsaharienne. Comme vous le savez, le groupe de la Banque islamique est une institution multilatérale de développement créée pour promouvoir le développement économique et le progrès social de nos pays membres conformément aux principes du droit musulman. Le groupe dispose d'un large éventail d'activités spécialisées, dont notamment le financement du secteur public, du secteur privé, l'investissement et le financement du commerce, les services d'assurance, la recherche et la formation, dans le domaine de l'économie et de la finance islamique, la mobilisation des ressources et les actions de secours. La diversité des domaines d'intervention du groupe de la Banque islamique se reflète à travers les 5 entités qui la composent, qui sont la BID, qui est donc l'organe créé en 1975 qui s'occupe principalement des institutions publiques, l'Institut de recherche et de formation IRTI, créé en 1981, la Société islamique d'assurance et des investissements et des crédits, ISEC, créé en 1994, la CID, à laquelle j'appartiens, la Société islamique de développement du secteur privé, créée en 1999, et enfin, la Société islamique internationale pour la finance et le commerce, qui est ITFC, créée en 2005. Honorables invités, mesdames, messieurs, il me plaît de souligner que le choix du thème de ce séminaire, qui s'intitule « Ligne de financement en faveur des institutions islamiques », n'est pas anodin. En effet, il se justifie par l'importance des systèmes financiers locaux dans le financement des économies nationales, d'une part, et d'autre part, par le rôle de premier plan que jouent les petites et moyennes entreprises dans le tissu industriel et commercial de nos économies, qui sont de véritables vecteurs de croissance dans nos États. Dans le cadre de la promotion du secteur privé, la Société islamique pour le développement du secteur privé, la CID, offre, à travers son département des institutions financières auquel j'appartiens, des lignes de financement dédiées aux établissements de crédit, les banques locales, les établissements financiers à caractère bancaire et les institutions de microfinance, des lignes de financement qui visent à couvrir directement et indirectement des PME-PMI qui ne peuvent pas bénéficier d'un accompagnement direct de la CID compte tenu de la taille des différents projets. À cet effet, ce colloque constitue donc à la fois un cadre d'échange sur ce produit que sont les lignes de financement, mais aussi une opportunité d'engagement et de discussion avec nos différents partenaires pour leur permettre de mieux s'approprier les éléments liés à la mise en place des différentes lignes de financement et les spécificités sur les financements que nous leur apportons. Donc, ce thème et ce séminaire aura pour but donc d'explorer les différents types de développement que nous pourrons mettre en place avec les différents partenaires, directs et indirects, avec les différents entrepreneurs, les autorités de régulation bancaire, les différents chercheurs, afin de leur donner plus d'informations et d'éléments d'accompagnement sur les lignes de financement. L'objectif de ce colloque est donc de développer une approche synergique et proactive avec les différents acteurs du financement du développement, afin d'accompagner de manière significative les cadres opérationnels et juridiques en matière d'assimilation, de compréhension de la mise en œuvre d'instruments et de gestion efficiente de financement à caractère islamique. C'est également l'occasion pour nous d'échanger avec vous nos expériences que nous avons dans le même type d'approche et de soutien en Afrique de l'Ouest et nos échanges que nous avons pu avoir avec d'autres régulateurs dans les différentes zones que nous couvrons. Honorables invités, mesdames, messieurs, au cours de ces 2 prochaines journées, les différents panélistes et exposants tenteront de partager leurs expériences et rudiments essentiels en matière de finance islamique qui permettront aux participants de cerner les différences qui existent entre les fondamentaux de la finance participative
comparée à la finance conventionnelle et d'acquérir une connaissance élargie de l'industrie financière participative qui les aidera à comprendre les différentes approches de la sous-région. Je vous invite donc, mesdames et messieurs, à participer activement aux discussions, à nous donner l'opportunité de partager avec vous nos expériences et nos connaissances, et ainsi de permettre à la fin que les différents promoteurs de projets privés soient mieux imprégnés des produits du groupe de la BID, et particulièrement ceux de la CID destinés au secteur privé, que le régulateur soit imprégné des défis potentiels dans le cadre de la mise en œuvre éventuelle d'un cadre réglementaire adéquat au principe de la finance islamique, que les banques et les différentes institutions de microfinance puissent s'approprier des mécanismes de ligne de financement de la CID, que la coopération soit renforcée entre les acteurs privés de la zone CEMAC et ceux de la CID au travers des discussions sur le financement des projets, que les promoteurs et gestionnaires des institutions financières soient mieux imprégnés du processus d'obtention des lignes de financement de la CID et qu'enfin, tous les participants puissent s'inspirer de la relation de la CID avec une institution de référence locale qui est Afriland First Bank. Enfin, je voudrais pour terminer remercier tous les participants, remercier le CADEV, IRTI, Afriland First Bank pour toutes les dispositions qui ont été prises en vue de l'organisation de cet événement qui, j'espère, se passera dans de très bonnes conditions. J'ose espérer vivement que le colloque pourra produire les résultats escomptés et que nous aurons l'opportunité de partager avec vous toutes nos connaissances et nos compétences. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite déjà un bon séminaire. Merci. Mesdames, Messieurs, avant de prendre le mot du ministre de l'économie, je vais vous inviter à regarder cette vidéo, une vidéo d'à peu près 2 minutes, qui vous présente en réalité ce que c'est globalement la SID. Depuis sa création, la Société islamique pour le développement du secteur privé, la CID, est active dans plus de 30 pays, investissant dans plus de 350 projets, investissant plus de 4,96 milliards USD. La vision de la CID est d'identifier des opportunités prometteuses du secteur privé pour réaliser un impact économique et social positif visant la prospérité des pays membres. المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص أنشئت لدعم التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء من خلال تمويل مشاريع القطاع الخاص وتشجيع المنافسة وروح المبادرة وتقديم الخدمات الاستشارية للحكومات ودعم الاستثمارات العابرة للحدود. La CID agit selon une stratégie d'investissement à 2 volets. 1. Les investissements et les financements directs de grands projets. 2. Les canaux de financement, investissant dans des fonds locaux, sociétés d'Ijara et banques islamiques. En Albanie, la CID est un actionnaire important dans la première société du leasing islamique, Albania Leasing, qui a déjà fourni des financements pour plus de 10 millions d'euros. En Turquie, la CID a accordé une ligne de financement de 30 millions d'euros à Intercity, la plus grande société de leasing opérant en Turquie, et une ligne de financement de 20 millions USD pour Derindere. Sur un autre secteur, la CID a investi 2,3 millions USD en faveur de Haliç, la seule société de crédit bail en Turquie, qui offre des produits conformes aux principes de la charia pour ses clients. En Égypte, la CID se penche sur l'écart entre l'offre et la demande de sucre blanc à travers la création d'Al-Sharqiya Sugar, un projet entièrement nouveau pour la production de la betterave à sucre et des installations de raffinage du sucre. La CID a fourni un accord de financement Mouraba de 20 millions USD en faveur d'Ades, une société égyptienne en phase de devenir un champion local dans le secteur pétrolier et gazier stratégique. Au Bangladesh, la CID a financé l'expansion du groupe Noman, l'un des principaux groupes de textiles au Bangladesh, en accordant un financement de 30,5 millions USD. La CID a également fourni 20 millions USD de crédit bail au groupe Praner FL pour soutenir la décision du groupe pour commencer la fabrication de bicyclettes afin d'atténuer les problèmes de déplacement domicile-travail d'une manière rentable. Au Sénégal, Tamwil Africa entreprend l'expansion des services bancaires islamiques dans toute la région, alors que la Banque islamique du Sénégal canalise les fonds aux PME locales. La CID fournit ses services consultatifs à la Banque de développement de l'Afrique de l'Ouest, BOAD, sur l'établissement d'une fenêtre islamique, lui permettant d'être la première institution de financement de développement conventionnel africaine. En Arabie Saoudite,
La CID est un investisseur en Bidaya, une société de financement visant à accroître l'accès au financement pour les acheteurs de logements à revenus moyens à travers le royaume. Dans le secteur de la santé, la CID a fourni un financement de 9 millions USD en faveur du groupe Al-Qadi, qui a entrepris un nouveau projet d'hôpital de 100 lits à Najran City. La Banque islamique des Maldives augmente à la fois sa base de dépôt et ses activités de financement de projets locaux. À proximité, Horizon Fisheries, financé par la CID, a boosté l'industrie de la pêche nationale. En Asie centrale, la société Leading Force de l'Ouzbékistan signe un accord Mouraba avec la CID pour ses nouveaux projets de concassage de pierre et d'asphalte. Le partenaire de financement Ouzbek Taiba Leasing Company a déjà financé plusieurs projets et prévoit de croître rapidement sur le marché. Alors que le Kazakhstan Ijara Company augmente les activités de financement pour les entités locales du secteur privé. L'approche des investissements directs et de financement par canal de la CID ont réalisé un impact de développement économique important. In our business, we focus a lot on SMEs. And among other things we do, we created channels, which are financial institutions focus on supporting the SMEs. We do, create these institutions. We support them technically and financially to make sure that they extend financing to the SMEs in these countries. تعتبر المؤسسة رائدة في مجال التمويل الإسلامي وتسعى لأداء دور المحرك والمحفز للتغيير الاقتصادي. La CID vise à maximiser son impact en continuant d'identifier les opportunités prometteuses du secteur privé. Mesdames, Messieurs, j'ai l'insigne honneur d'accueillir ici le ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire pour son discours. Monsieur Louis-Paul Montazé, s'il vous plaît. Monsieur le chef de délégation de la Banque islamique de développement, Mesdames et Messieurs les responsables des organisations d'encadrement du secteur privé, Mesdames et Messieurs les chefs d'institutions bancaires, Mesdames et Messieurs, chers participants. C'est avec un grand plaisir que je prends la parole devant vous ce jour, à l'occasion de l'ouverture du colloque organisé par la Société islamique pour le développement du secteur privé, CID, du groupe de la Banque islamique de développement, en partenariat avec le Centre africain pour le droit et le développement CADEV et le gouvernement camerounais, sur les opportunités de financement de la Banque islamique de développement, notamment en faveur du secteur privé. Pour cette circonstance, je voudrais vous souhaiter une chaleureuse bienvenue et vous remercier de votre présence à cette cérémonie. Je voudrais plus particulièrement souhaiter la bienvenue à la délégation de la Banque islamique de développement et aux experts venus des horizons divers pour partager avec nous le savoir dans le domaine de la finance islamique. En cette heureuse occasion, j'exprime mes sincères remerciements aux autorités du groupe de la Banque islamique de développement pour cette initiative fort appréciable qui participe au renforcement des actions de la Banque au profit de ses pays membres. C'est la deuxième fois en 3 mois que la Banque islamique de développement organise un événement dans notre pays, à la suite de la tenue ici à Yaoundé de l'atelier de renforcement des capacités des acteurs nationaux de la chaîne de mise en œuvre des projets financés par la Banque au Cameroun sur les procédures de passation des marchés, séminaire, atelier qui a eu lieu du 25 au 27 septembre 2017. Cela témoigne en somme de la volonté commune de diversifier cette coopération déjà riche. Mesdames, Messieurs, comme je le signalais plus haut, la coopération entre le Cameroun et la Banque islamique de développement est historique et diversifiée. Nous ne cesserons jamais de le rappeler. Le tout premier projet au monde, financé par la Banque islamique de développement à sa création en 1975, est un projet du Cameroun, à savoir le barrage de Sonloulou à hauteur de 3,5 milliards de francs CFA. Ces dernières années, cette coopération a connu un saut qualitatif avec notamment la désignation d'un représentant local. Depuis 2016, et l'accroissement progressif du volume des financements accordés à notre pays. À ce jour, le portefeuille actif
de la Banque islamique de développement au Cameroun représente une enveloppe d'environ 555 milliards de francs CFA constituée de 21 projets. Ainsi, la tenue des présentes assises s'inscrit dans la continuité des actions communes entreprises pour renforcer davantage cette coopération. En effet, dans le cadre d'un programme dénommé « Programme spécial pour le développement de l'Afrique », la Banque islamique de développement soutient les efforts de développement de ses États membres du continent africain par l'octroi de financement aux conditions souples, non seulement au profit du secteur public, mais aussi en faveur du secteur privé, véritable moteur de la croissance. Pour ce dernier cas, il n'est pas inutile de rappeler que plusieurs opportunités sont développées par le groupe de la Banque islamique de développement sous diverses formes, à travers ses organes spécialisés, notamment son entité dédiée au secteur privé, à savoir la Société islamique de développement du secteur privé, la CID. À titre d'illustration, grâce à la CID et les autres organes spécialisés, la Banque islamique de développement offre des financements et services financiers aux projets du secteur privé, des services de conseil au gouvernement et aux institutions du secteur privé afin d'encourager la création, l'extension et la modernisation des entreprises locales. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, la croissance économique mondiale doit en partie ses performances actuelles grâce au développement de la finance islamique. En effet, selon les institutions du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et des autres organismes financiers internationaux, la finance islamique représente entre 2 000 et 3 000 milliards de dollars américains d'actifs et connaîtrait une croissance de plus de 20% sur les 10 dernières années. Au niveau de l'Afrique centrale, dans le contexte économique actuel peu favorable, la finance islamique se présente comme une solution alternative aux nombreux défis du financement des développements et de la lutte contre la pauvreté. C'est une occasion pour interpeller les acteurs économiques africains, au premier rang desquels les gouvernements, les institutions financières locales et les entreprises, sur la nécessité de développer ces produits. Je voudrais à cet égard me féliciter de la vidéo que nous avons vue et je voudrais d'ailleurs m'appesantir sur ce qui est dit à la fin de cette vidéo. À savoir, sans le développement du secteur privé, il n'y a pas de développement. Cela est d'autant plus à retracer dans le contexte actuel de l'Afrique centrale et donc du Cameroun, parce que, l'ai-je dit, nous vivons une crise qui est essentiellement due au fait que non seulement nous vivons la chute des prix de nos matières premières et notamment le pétrole qui, comme vous le savez, est parti d'un prix il y a quelques mois, quelques années de 140 $ le baril à 40-45 $ le baril à l'heure actuelle. Vous voyez un peu les conséquences sur nos revenus. Mais en même temps, il se fait que les situations d'insécurité et de crise font une explosion dans nos dépenses et finalement, l'État n'a plus suffisamment de moyens pour investir. Or, vous le savez, mesdames et messieurs, nos pays continuent d'avoir besoin d'investir. Cela signifie quoi? Cela signifie que si les finances publiques, si les États, si les gouvernements sont en difficulté maintenant d'investir, il reste le secteur privé. C'est le secteur privé qui doit prendre le relais. Et c'est pour ça que tout ce qui est de nature, je tiens à le dire, c'est pour ça que je me félicite vraiment de votre présence au Cameroun. Tout ce qui est de nature à permettre au secteur privé de trouver des ressources pour financer, donc pour prendre relais du secteur public, parce que le secteur public a les difficultés dont je viens de parler, cela ne peut que recevoir les encouragements du gouvernement. Donc je voudrais, vous qui êtes venus de Jeddah, je voudrais vous dire que vous trouvez ici une sous-région, la CEMAC, un gouvernement, celui du Cameroun, qui sont vraiment décidés à voir tout ce qui est en mesure de faire pour encourager le financement pour le secteur privé. Dans vos différentes allocutions tout à l'heure, j'ai entendu parler de cadre réglementaire, qu'il faut mettre sur pied un cadre réglementaire. Je voudrais vous dire que nous attendrons les propositions que vous allez nous faire pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Bon, c'est vrai que c'est surtout le ministre des Finances, parce que c'est lui l'autorité monétaire du Cameroun, mais en tant que ministre en charge des investissements, j'encouragerai cela et nous ferons tout ce qu'il y a lieu de faire
pour encourager cette initiative. J'étais à Washington au mois d'octobre et là-bas également nous avons été reçus par la Société financière internationale qui, comme vous le savez, est la filiale de la Banque mondiale qui s'occupe du secteur privé. De même, nous avons eu à discuter avec la Banque européenne d'investissement et nous avons noté, et c'est ça qui est dommage, que des finances existent mais notre secteur privé n'en bénéficie pas. J'ai déjà donné des instructions à mes collaborateurs, notamment le directeur général de l'économie, pour qu'on voit avec le secteur privé ce qu'il y a lieu de faire pour bénéficier effectivement des lignes de financement qui existent. Bon, voilà une troisième initiative, c'est-à-dire la Banque islamique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous aurons suffisamment de ressources en faveur du secteur privé, mais il faut que notre secteur privé en soit conscient, convaincu et informé. Ça laisse aussi comprendre le rôle qui sera le vôtre, ainsi que la banque Afriland First Bank, qui est maintenant votre partenaire au Cameroun. Quand il y a de bonnes informations, il faut les faire connaître. C'est-à-dire que s'il y a des financements qui existent à des conditions attractives, nous en avons discuté tout à l'heure avant qu'on entre en salle, je ne vois pas pourquoi le secteur privé ne devrait justement pas en tirer profit. Alors, comme vous le savez, l'objectif de ce séminaire est de sensibiliser les acteurs étatiques et privés sur la finance islamique et les opportunités offertes par la Banque islamique en cette matière. De façon spécifique, c'est non seulement l'occasion d'imprégner les décideurs et régulateurs des différents secteurs sur les avancées enregistrées dans certaines régions, afin de permettre à la zone CEMAC de s'en inspirer. Et j'ai entendu qu'en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire dans la zone UEMOA, vous avez déjà connu des avancées considérables. Nous espérons que tel va être le cas pour le Cameroun et l'Afrique centrale. Mais il s'agit aussi d'un cadre de réflexion pour jeter les bases d'implantation de la finance islamique qui, à mon sens, constitue la traduction type de la solidarité internationale dont ont besoin les pays d'Afrique centrale pour pallier les entraves actuelles au développement de notre sous-région. Je peux vous assurer que le gouvernement et notamment mon département ministériel, reste disposé à apporter tout le concours et l'action nécessaire à l'émergence de la finance islamique au Cameroun afin de contribuer à l'atteinte des objectifs d'émergence à l'horizon 2035 prônés par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Au regard de la qualité des personnalités invitées et de la pertinence des thèmes qui seront développés au cours de ce séminaire, je ne doute pas que nos attentes seront comblées. Sur ce, je déclare ouverts les travaux du colloque sur la finance islamique et les opportunités de financement de la Banque islamique de développement. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, avant de passer à avant d'ouvrir effectivement le colloque, nous allons permettre à Monsieur le Ministre de se retirer. Mais avant, on aura une photo de famille juste à l'extérieur. Après quoi, on aura une séance d'interview et enfin une pause café. Reprenons donc après cette séance solennelle. Sans plus tarder, nous allons ouvrir cette séance de communication, mais j'ai envie de dire d'échange avec la salle, puisque nous sommes sur un domaine certes nouveau, mais qui reste technique et qui relève de nos pratiques, mais aussi qui pourrait susciter de notre part des interrogations et des souhaits d'éclaircissement. Le panel constitué autour du modérateur que j'ai l'avantage d'être est tour à tour composé, je commence de manière tout à fait linéaire, sans que cela ne soit forcément la chronologie des passages, par le professeur Walid Ben Hamida, que d'aucuns connaissent ici parce que Walid est un ami du CADEV, au point d'ailleurs d'en être une sorte de figure tutélaire, et que depuis 5 ans bientôt, ou un peu plus, il est avec nous dans les grandes manifestations que nous organisons, que ce soit au Cameroun ou dans d'autres pays d'Afrique.
Le professeur Walid, qui est professeur dans des universités françaises, va donc nous entretenir tout à l'heure. À sa gauche, tout de suite, Dr Mohamedou Gamji, qui est un compatriote, si j'ai pu dire, et qui aussi est un camarade pour moi. Il me souvient que nous avons obtenu le bac la même année. Nous nous sommes retrouvés en France furtivement à la cité universitaire Antony, lui allant à Clermont-Ferrand et moi fonçant un peu plus à l'ouest à Rennes. Et depuis, on s'est retrouvés dans nos carrières respectives. Il a été par la suite un juriste plutôt financier. Moi, j'ai choisi d'être un juriste processualiste et affairiste. Mais nous nous retrouvons, vous voyez aujourd'hui, autour de ces thématiques qui sont à la confluence d'ailleurs de plusieurs disciplines juridiques. À côté, tout de suite de Dr Mohamedou Gamji, notre grand représentant, si j'ai pu dire, de la Banque islamique, ici présent, M. Salah Babale, qui officie au siège de la Banque islamique à Jeddah. Et vous avez compris que c'est lui qui fait office de représentant officiel de la Banque islamique ici. À côté de M. Babale, M. Salah Babale, un autre expert venu d'un pays qui nous est familier, parce que c'est un pays ami au Cameroun, à plusieurs titres au point où, avec lui, nous développons une certaine homonymie. Dr Ousmane Seck. Il est plus sec, tout simplement, mais nous partageons l'homonymie de Ousmane, donc qui est expert à la Banque islamique de développement. Et tout au bout, un peu comme mon pendant, Maître Hubert de Vauplane, qui est un avocat au barreau de Paris, mais qui a l'habitude effectivement de l'Afrique et qui est très outillé notamment pour nous parler de ces questions d'encadrement juridique de la finance islamique en regard avec notre réglementation bancaire CEMAC, puisqu'il a eu à travailler, à mettre en œuvre comme étant la cheville ouvrière de l'ajustement de la réglementation UEMOA au principe de la finance islamique. Voilà donc pour le panel. Maintenant, pour l'ordre de passage, nous allons commencer conformément au programme à notre disposition par l'intervention du docteur Mohamedou Gamji, conseiller juridique à la Banque islamique, qui va donc nous présenter, mais je ne sais pas si cette présentation est encore au programme, puisqu'on a eu la présentation du groupe de la Banque islamique de développement tout à l'heure dans le film. Mais je parle sous le contrôle de M. Babale. C'est vous qui commencez donc tout de suite avec cette présentation. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers invités, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je suis très honoré d'être ici, dans cette salle, pour avoir des discussions, des échanges avec vous sur la finance islamique de façon générale. Tout à l'heure, dans les anecdotes, mon ami Ousmane Sadio, que j'ai connu, il n'a pas précisé comment je l'ai connu, c'était en juin 1986, au lycée de Garoua. À l'époque, les gens de Ngaoundéré et Guidère venaient faire l'oral à Garoua. Et ils se promenaient toute la nuit parce qu'ils n'avaient pas de moustiquaires. Mais nous, on dormait dans nos moustiquaires. Donc je tenais à rappeler cette anecdote. Très bien, merci. Je vais aller très rapidement parce que dans les présentations, les discours d'ouverture, on vous a parlé du groupe de la Banque islamique de développement. Les informations sur nos entités sont disponibles sur le site internet
Je serai là juste pour vous présenter les grandes lignes, mais dans les discussions, si vous avez des questions, des précisions, des clarifications, je suis à votre disposition. Donc, le groupe de la Banque islamique de développement est composé de 57 États membres répartis sur 4 continents. Très important à savoir, la banque n'agit pas uniquement dans ses pays membres, mais elle agit aussi au bénéfice des communautés musulmanes dans les pays non membres. Ça veut dire qu'on peut apporter notre assistance à des communautés musulmanes en Europe, aux États-Unis, dans des pays africains qui ne sont pas membres, par exemple en RDC, au Congo. Donc on a un rayon d'action par les communautés musulmanes quasiment sur dans presque tous les pays non membres. Donc si vous regardez, nous avons 20 membres en Afrique subsaharienne, dont le Cameroun. Nous avons 19 membres dans la région MENA, Moyen-Orient et Afrique du Nord. Europe, Asie, nous avons 16 membres, 16 pays membres, notamment les anciens pays de l'ancienne Union soviétique. Et puis, on est présent en Amérique latine. On a 2 pays membres en Amérique latine, le Suriname depuis longtemps et la Guyane depuis 2015 qui a adhéré. Ça aussi, c'est un tableau qui vous présente notre présence sur le terrain. Mais le groupe de la BID est en pleine restructuration en ce moment. Donc ça, c'est des informations qui doivent être mises à jour. Nous avons 4 bureaux régionaux actuellement au Sénégal qui couvrent les pays de l'UEMOA, plus la Gambie et la Sierra Leone. Nous avons un bureau à Rabat au Maroc, un bureau régional qui couvre les pays du Maghreb, hors Égypte. Donc on a un bureau régional en Malaisie, à Kuala Lumpur, un autre à Kazakhstan. Ça, c'est la situation actuelle. Mais il faut savoir, par exemple, que le bureau du Nigeria, à Abuja, va devenir un bureau régional qui va couvrir le Cameroun, le Gabon, le Tchad, le Bénin et le Togo, compte tenu de leur proximité du Nigeria. Ils seront avec le bureau du Nigeria. On aura un autre bureau à Kampala qui s'occupera des pays d'Afrique de l'Est, notamment nos pays membres Djibouti, Somalie, le Mozambique, plus les Comores, et aussi les communautés musulmanes du Kenya, de l'Éthiopie et de la Tanzanie, où ils sont trop nombreux. Cette page vous montre l'évolution du groupe de la BID depuis sa création en 1975 jusqu'à aujourd'hui. En 1981, on a créé l'Institut pour la recherche et la formation, l'Institut islamique pour la recherche et la formation. Ensuite, on a créé ICIEC, qui est une société d'assurance, crédit et d'investissement. Puis ICD en 1989 pour le secteur privé, ITFC pour le financement du commerce. Donc l'objectif du groupe de la Banque islamique de développement, c'est de promouvoir le développement socio-économique dans les pays membres et les communautés vulnérables dans le respect des principes islamiques dans le sens éthique du terme. Et les activités, c'est qu'on offre des financements au secteur public et privé. On assure la promotion des services financiers islamiques, la promotion aussi des ressources humaines, des compétences pour le développement. On essaie de renforcer la coopération aussi, renforcer les capacités à travers la coopération technique. L'Institut islamique pour la recherche et la formation, qui a été créé en 1981, a pour objectif de faire de la recherche et fournir des services de formation et d'information aux pays membres ainsi que les communautés musulmanes dans les pays non membres, afin de mettre leurs activités financières et bancaires en conformité avec la charia et d'accélérer le développement économique. C'est aussi, l'autre objectif, c'est de renforcer la coopération entre les pays membres. Donc les différentes activités sont basées essentiellement sur la formation. Quant à la société islamique pour l'assurance et l'investissement et les crédits d'exportation, ICIEC en anglais, son objectif est de promouvoir les échanges commerciaux, les investissements directs étrangers dans les pays membres.
Donc la SIEC offre aux exportateurs et aux banques ainsi qu'aux investisseurs plusieurs types de services, l'assurance crédit à l'exportation, l'assurance investissement et aussi la réassurance. La Société islamique pour le développement du secteur privé vous a été présentée à travers la vidéo, donc je ne vais pas m'appesantir là-bas sur cela, donc si vous avez des questions, mes collègues et moi-même sommes à votre disposition pour y répondre. Quant à la Société internationale islamique pour le financement du commerce, ITFC en anglais, son objectif c'est de promouvoir le commerce entre les pays membres en fournissant des financements commerciaux et en s'engageant dans des activités qui facilitent le commerce intra-pays membres et à l'international. Donc ils font des financements structurés sur le commerce, etc. Bon, la vision et la mission de la BID. La vision de la BID a été fixée à l'année de l'Hégire 1440 pour que la BID accède au rang de banque de développement de classe internationale inspirée par les principes islamiques et en aidant à transformer le paysage en matière de développement humain total du monde musulman et à la restauration de sa dignité. Ça, c'est la vision. La mission, c'est de promouvoir le développement humain avec un accent sur les domaines prioritaires tels que la réduction de la pauvreté, améliorer la santé et l'éducation des populations, améliorer la gouvernance. Ça, c'est la stratégie du développement de la BID qui est déclinée de la vision, de la mission, etc. Je crois que ce n'est pas la peine de s'appesantir là. L'actionnariat de la BID, vous remarquerez que l'Arabie Saoudite a une place prépondérante en étant l'actionnaire, le plus grand actionnaire avec 24%. Non seulement ça, le siège de la banque est à Jeddah et le président est un Saoudien depuis la création. Vous verrez qu'ensuite, il y a un certain nombre de pays qui ont un niveau de participation significatif, tels que la Libye, l'Iran. Vous voyez le Nigeria. Le Nigeria, c'est très important. C'est un des membres importants de la banque. Elle a récemment augmenté sa participation. L'intérêt ici, tous ces pays membres qui ont un niveau significatif au niveau du capital ont un administrateur qu'ils désignent. Alors que les autres pays, les autres groupes de pays qui ont une faible participation, je crois par exemple l'Afrique subsaharienne, tous les pays sont représentés par 2 administrateurs. Donc c'est ça. Le Cameroun, à titre d'exemple, détient 0,25% du capital souscrit de la BID. Ça, ce sont les agences de notation avec qui tous donnent une notation AAA à la BID. Ça veut dire que c'est une institution financière assez crédible. Là, ce tableau vous montre le tableau des approbations de financement depuis la création en 1976 jusqu'à 2016, qui atteint un montant cumulé approuvé de 12 milliards de dollars jusqu'en 2016. Voici la répartition régionale des approbations. Comme vous le voyez, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord reçoivent le plus grand nombre de financements en termes de montant, 39%. Ensuite, vous avez l'Asie, l'Amérique latine, le Suriname et la Guyane, vous avez 29%. L'Europe et l'Asie centrale, 15% des approbations, et toute l'Afrique subsaharienne, 17%. Là aussi, c'est une ventilation qui vous permet de voir l'approbation par secteur avec une prédominance de l'énergie. Ensuite, le secteur financier, le transport, l'agriculture, etc., et puis les autres. Donc, cette page vous permet de voir qui sont les partenaires de la BID. Il faut savoir que les institutions de financement de développement et les institutions qui sont basées, qui sont spécialisées dans la finance islamique ou alors la coopération économique de façon générale. Donc on a un partenariat, ça veut dire qu'on cofinance certains projets avec la BAD, la Banque mondiale
etc., qui ont la particularité d'avoir des pays membres en commun avec nous. Donc voilà, ça c'est le partenariat. Très rapidement aussi, là c'est un nouveau mécanisme de financement qui s'appelle LLF, Live and Livelihood Fund, c'est-à-dire un fonds destiné à améliorer les vies de nos populations. L'intérêt de ce fonds, il faut savoir qu'il y a des bailleurs de fonds ou des donateurs, tels que vous voyez sur le slide, Binda and Melinda Gates Foundation, Qatar Foundation, l'ASFD, etc. Ce sont déjà des philanthropes, si je puis dire, qui mettent des fonds à la disposition de la BID, mais c'est des dons. C'est-à-dire que c'est des dons que la BID doit retrocéder au pays. Maintenant, la BID aussi a mis 2 milliards de dollars dans ce fonds qui s'élève à 2,5 milliards de dollars. Donc, ce fonds est destiné à vraiment financer les secteurs de développement, les secteurs dans le besoin, tels que la santé, l'agriculture et l'infrastructure rurale, qui ont un impact direct sur la vie des populations. Le mécanisme, il faut le comprendre, parce que quand on dit il y a une subvention et il y a des ressources ordinaires de la BID, mais ça va ensemble. C'est-à-dire que si nous mettons des fonds ordinaires, 70%, on peut, bon, donc les pourcentages de dons, c'est entre 10 et 30% selon le niveau de développement du pays. En général, en Afrique subsaharienne, on va jusqu'à 30% de dons et dans les pays du Maghreb, 10%. Donc, si on finance, par exemple, 1 million de dollars de financement, 30% de ce financement, c'est-à-dire 300 000 dollars, ça sera un don. Donc, le pays est engagé que sur 700 000 dollars. Donc, tous les calculs de remboursement vont être basés sur les 700 000 dollars. Les 300 millions de dollars, ce sont un don, mais ça ne veut pas dire que c'est un don que le pays va prendre, utiliser, mais ça veut dire que ça va, à chaque fois qu'il y a une demande de décaissement, on décaisse 70% sur les ressources ordinaires et on prend 30% de dons. Ainsi de suite, jusqu'à la fin du projet. Et le pays n'est engagé, n'a d'obligation de remboursement que par rapport à 70%. Et ça, c'est pour rendre le financement concessionnel abordable pour les pays. Donc voilà, ça c'est un nouveau mécanisme de financement qui s'appelle LLF. Nous avons aussi un fonds de solidarité islamique pour le développement qui est membre, qui participe aussi dans la partie dons, subventions dans le LLF. C'est un fonds qui accorde des financements encore plus concessionnels que la BID, qui aide nos pays membres les plus défavorisés. Donc, ça a été mis en place en 2005. Il est doté de 10 milliards de dollars des États-Unis. Comme je vous le disais, son objectif, c'est de lutter contre la pauvreté, promouvoir la croissance pro-pauvre, apporter un appui financier, et puis agir dans les secteurs du développement humain, de la santé, l'éducation, etc. Donc voilà, c'est un fonds aussi qui est à la BID, qui cofinance des projets ou bien qui finance des projets tout seul. Voilà, c'est vraiment très bref, mais comme je vous dis, vous pouvez avoir des informations sur le site web de la banque par rapport à ces activités et ces entités. Et si vous avez des questions par rapport à n'importe quelle de ces entités, nous sommes à votre disposition. Voilà, je vous remercie. Merci au docteur Mamadou Gamji. Donc, nous allons passer sans plus tarder à la présentation du professeur Walid Ben Hamida, qui est professeur d'université à Évry-Val-d'Essonne, c'est à Paris, dans la région parisienne, qui va nous parler de la finance islamique comme un système de financement particulier et universel dans ses principes, mais aussi dans ses pratiques.
Je voudrais juste annoncer avant que ne commence Walid que nous aurons les échanges à la fin de l'ensemble des présentations, puisque d'après le programme, il est prévu un panel de discussion entre l'assistance et les intervenants. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je dois remercier les organisateurs de cette manifestation, plus particulièrement la Société islamique pour le développement du secteur privé et le CADEV de leur invitation. C'est un plaisir et même un honneur d'être ici parmi vous pour parler du financement islamique. Ma présentation va être très simple et je peux même dire qu'elle sera sans intérêt, parce que comme vous savez tous, les intérêts dans la finance islamique sont interdits. Donc ce que je vais dire, ça sera très basique, une sorte d'introduction générale à la matière, et par rapport à ce qui a été dit, et par rapport à ce qu'il sera dit, ça sera très très basique. Commençons tout d'abord par la définition de la finance islamique. La finance islamique, c'est un mode de financement qui est conforme à la charia. Il y a aujourd'hui une distinction entre deux catégories de financement. Vous avez le financement conventionnel, classique, qui ne prend pas en considération les exigences de la charia, et le financement islamique, qui est aujourd'hui un mode alternatif qui prend en considération les exigences de la charia. Cela nous conduit à une deuxième question. C'est quoi la charia ? La charia, c'est une notion très difficile à définir. Dans le sens étymologique, la charia désigne la voie vers une source d'eau, mais selon une conception large, la charia peut être entendue comme dans le sens de religion. Elle désigne toutes les règles et les principes qui régissent les aspects de la vie d'un musulman. Sa vie religieuse, sa vie sociale, sa vie politique, sa vie économique, tous les aspects de la vie d'un musulman. Les sources de la charia sont, il y a deux sources essentielles. D'un côté, vous avez le Coran, parole de Dieu, et la deuxième source, c'est la sunna, ou la pratique du prophète. C'est ce qu'on appelle les hadiths. Je dois noter que le Coran ne contient que 70 versets qui concernent le statut personnel. En matière économique, le Coran ne contient que 10 versets qui concernent l'économie. Aussi pour la sunna, pour la pratique du prophète, la deuxième source de la charia, il y a un problème d'identification des hadiths. Certains ne sont pas authentiques. Il faut noter que le droit musulman est un droit révélé, contrairement au droit chrétien, qui est l'œuvre des hommes. Il ne faut pas confondre la charia et le fiqh, ce qu'on appelle le fiqh. Parce que le Coran et la sunna, qui sont les sources de la charia, posent des principes généraux. Il faut donc les préciser, il faut les interpréter, et ce processus qui consiste à analyser le Coran et la sunna pour expliquer les règles et détailler les principes s'appelle ijtihad. C'est la création. Et donc il y a des docteurs, des experts qui ont analysé le Coran et la sunna pour élaborer des solutions, notamment en utilisant une technique qui est l'analogie ou le qiyas, al-qiyas. Et donc si ces règles sont adoptées par tout le monde, par l'unanimité des experts, ils bénéficient de ce qu'on appelle le consensus ou al-ijma'. Donc on peut dire que le fiqh, c'est presque la doctrine, c'est une lecture de la charia. En d'autres termes, la charia représente des règles issues du Coran et de la sunna qui sont divines et intouchables, alors que le fiqh est le produit de la réflexion humaine et peut être adapté selon les lieux et les époques. Ce qui caractérise le fiqh, c'est qu'il y a plusieurs doctrines. Donc il y a une diversité dans la lecture, dans l'interprétation du Coran et de la sunna. Et donc il y a deux systèmes, il y a le fiqh chiite et il y a le fiqh sunnite.
Pour les écoles chiites, il y a le Ja'farite par exemple, il y a le Zaydiste, il y a les Ibadistes. C'est intéressant pour le fiqh sunnite, qui représente aujourd'hui presque 90% de la population musulmane mondiale. Il y a presque 90% de sunnites. Donc, il y a essentiellement 4 courants, 4 doctrines, 4 écoles. Il y a le rite hanafite. Ce qui caractérise cette école, c'est la raison, c'est l'utilisation de la rationalité. C'est une école très rationnelle. C'est l'école qui n'est pas arabe, parce que les adeptes du rite hanafite ne se trouvent pas dans les pays arabes. Ils se retrouvent notamment en Turquie et en Inde, en Chine. C'est l'école non arabe. Donc le rite hanafite, c'est le rite qui est fondé surtout sur le rationalisme. Deuxième rite, c'est le rite malikite. C'est une école qui est fondée par Malik ibn Anas et qui prend en considération surtout les coutumes et la pratique du prophète. Donc, c'est l'école du hadith. Troisième rite, c'est le rite shafi'ite, qui est un peu une synthèse entre les deux. Le rite shafi'ite. Quatrième rite, c'est le rite hanbalite, qui prend en considération surtout le courant. Donc, elle donne ou elle essaie de garantir un respect intégral du courant. Donc, ces écoles ont une lecture, parfois ils divergent sur un certain nombre de problèmes, notamment par exemple sur la facturage ou la cession de créances. La cession de créances, pour certaines écoles, elle est autorisée, pour d'autres, elle n'est pas autorisée. Deuxième exemple, la vente de la chose d'autrui. Il y a parfois une lecture qui n'est pas la même. Cette diversité qui caractérise le fiqh est un facteur de richesse. C'est un élément qui facilite la vie des musulmans et ne la rend pas complexe. La diversité, comme vous savez tous, est une bonne chose. Donc, on peut même aller plus loin parce qu'à l'intérieur de chaque école, parfois, la doctrine n'est pas unanime. Et je peux vous donner cet exemple du code mauritanien de la famille de 2003 qui parle ou qui évoque, en cas de difficulté d'interprétation, il est fait référence aux enseignements de l'opinion dominante du rite malikite. C'est-à-dire, on admet que même dans le rite malikite, il y a parfois une divergence. Et c'est pour cette raison qu'on doit chercher l'opinion dominante. Donc, le fiqh n'est pas uniforme. Mais quand même, il y a quelques principes qui sont retenus presque par tout le monde. Ce sont ces principes qui représentent les principes de la charia en matière économique. Et ce sont ces principes qu'on doit prendre en considération lorsqu'on va créer des techniques de financement islamique. Les montages de financement islamique doivent prendre en considération ces règles. Toute opération de financement islamique doit respecter la première prohibition, c'est la prohibition de l'intérêt. La finance islamique n'autorise pas une rémunération fixée en fonction du seul écoulement du temps. Pas d'intérêt simple ou composé, fixe ou variable. Deuxième principe du financement islamique, c'est la prohibition de l'incertitude, ce qu'on appelle le gharar. La finance islamique n'autorise pas la spéculation et n'autorise pas les situations d'incertitude. Deuxième principe. Troisième principe, c'est la prohibition du haram. C'est-à-dire, l'investissement doit porter sur des secteurs qui sont halal, qui sont conformes aux exigences de la charia. On ne peut pas, par exemple, réaliser des investissements dans le commerce du porc, dans l'alcool, la pornographie, etc., etc. Quatrième principe, c'est que le financement islamique est fondé sur le partage des profits et des pertes. L'argent ne peut pas produire l'argent, mais l'argent ne peut être productif qu'entre les mains de celui qui travaille, qui commerce et qui produit.
mais l'argent en tant que tel ne peut pas produire de l'argent sans activité. Dernier principe qu'on doit prendre en considération lorsqu'on monte des opérations de financement islamique, c'est que l'investissement doit être adossé à un actif tangible. C'est-à-dire, il faut toujours un financement basé sur l'actif. On ne peut pas isoler l'actif du financement. Je vais insister sur deux principes qui sont très très importants en la matière. Premier principe, l'interdiction des intérêts ou l'interdiction du riba. La charia a interdit le riba de manière graduelle. Aussi bien le Coran que le hadith, c'est-à-dire la pratique du prophète, évoquent le terme riba. Et le terme riba est difficile à interpréter. Littéralement, ce terme signifie l'augmentation. Certains assimilent le riba à tout intérêt. Et c'est la lecture la plus extensive et la plus largement admise par les 4 rites sunnites. C'est-à-dire l'intérêt est interdit. Mais pour d'autres, le riba est synonyme d'usure, c'est-à-dire un profit excessif ou une augmentation injustifiée. En conséquence, pour ces derniers, l'intérêt qui n'est pas excessif pourrait être autorisé. C'est une lecture. Certains affirment que l'intérêt prohibé ne concerne que l'échange et que la charia n'interdit pas les intérêts moratoires. Mais d'autres, en revanche, refusent cette distinction. Certains disent que l'intérêt prohibé, c'est celui qui est lié aux biens de consommation. Et entre commerçants, on doit autoriser l'intérêt. Il y a même une lecture qui était soutenue à une certaine période au Maroc où on disait que le riba est interdit seulement entre les personnes physiques. Parce qu'à l'époque du prophète, il n'y a pas de personne morale et donc le riba ou l'intérêt peut être autorisé entre personnes morales. Ce sont des lectures, mais ne sont pas majoritaires. L'opinion majoritaire aujourd'hui, c'est que les intérêts sont interdits. Point. Entre personnes physiques ou personnes morales, ou entre commerçants, ou entre consommateurs. C'est un principe fondamental du financement islamique. Deuxième principe très important, c'est la prohibition de l'incertitude. Le gharar ou al-maysar. Tout simplement, l'objet doit exister lors de la conclusion du contrat. L'objet doit être possible. L'objet doit être déterminé. On ne peut pas vendre un oiseau dans le ciel ou un poisson dans l'eau. Et ce principe a été utilisé pour prohiber un certain nombre de ventes qui étaient pratiquées en période pré-islamique. Par exemple, ce qu'on appelle la vente à toucher, ou la bay' al-mulamasa, c'est-à-dire on achète sans voir, juste on touche et on achète. Cela est interdit, pourquoi? Parce qu'il y a un facteur d'incertitude, de gharar qui est incompatible avec ce principe. Ou la vente au caillou, l'acheteur jette une pierre sur ce vêtement et il dit je jette une pierre sur ce vêtement, il sera à moi pour tel prix. Ça c'est interdit parce qu'il y a un facteur d'incertitude. Donc ces deux principes doivent être pris en considération lorsqu'on pratique le financement islamique. Pour imaginer des techniques, donc les fuqaha, les praticiens ont inventé des techniques. Et toutes ces techniques que je vais présenter, je vais aller rapidement parce que demain on va aller voir ces techniques avec les détails. Il y a plusieurs techniques qu'on utilise aujourd'hui en matière de financement islamique, et dans ces techniques, on va voir que tous les principes que j'ai expliqués sont respectés et sont pris en considération. Première technique, c'est la technique la plus connue, c'est ce qu'on appelle la murabaha, al-murabaha. Je vais vous expliquer tout simplement cette technique. Supposons que mon ami Sadjou a besoin d'une voiture. Mais mon ami Sadjou n'a pas l'argent pour acheter cette voiture. Il a la première possibilité, c'est le financement conventionnel. C'est-à-dire, il va contacter une banque, il va s'endetter, et après, il va rembourser avec des intérêts. Cela est incompatible avec le principe de l'interdiction des intérêts. Mais
pour réaliser la même opération, on peut recourir à une murabaha, qui est une opération très largement pratiquée dans le secteur. Donc, au lieu de s'endetter et de payer avec intérêt, c'est la banque qui va acheter la voiture, premier contrat de vente, où un fournisseur vend la voiture à la banque avec un prix, et puis la banque va revendre la voiture à Sadjo, qui rembourse avec une marge, la marge du banquier, à terme ou par échéance. On aboutit presque au même schéma, où Sadjo bénéficie d'une voiture et il rembourse sur 10 ans une telle somme plus la marge. Mais certains disent que là, on est en train de contourner les règles, on est en train de commettre une fraude. C'est totalement faux. Pourquoi? Parce que la position juridique de la banque dans le financement conventionnel et la position juridique de la banque dans le financement islamique n'est pas identique. Je vais vous donner un exemple pour vous expliquer la différence des deux opérations. Dans la finance classique traditionnelle, si votre voiture ne fonctionne pas, s'il y a un vice caché, vous allez attaquer le vendeur. La banque est déconnectée du schéma. Dans la finance islamique, si votre voiture ne fonctionne pas, vous allez attaquer qui? Vous allez attaquer la banque, parce que c'est la banque qui vous a vendu la chose. Et c'est la banque qui va vous garantir la jouissance et aussi les vices cachés. Donc sur le plan juridique, les deux opérations ne sont pas identiques, même si économiquement on aboutit à une situation où un client bénéficie d'une marchandise ou d'une voiture et il rembourse sur une durée avec donc presque la même chose. Mais juridiquement, ce n'est pas la même chose. Si notre ami Sadjo n'a pas besoin de voiture, il a besoin du cash, là on va recourir à ce qu'on appelle une opération de tawriq. C'est une opération que je peux simplifier, c'est très complexe, mais je peux vous simplifier ça. La banque va acheter d'un courtier des matières premières avec un prix, $100, et va revendre au client à 110, et lui, il va revendre à son tour à un autre courtier. C'est comme s'il a bénéficié de 100 € de cash, et il rembourse la banque 110 €. Donc, deux montages qui sont utilisés dans le financement islamique. Troisième montage, c'est ce qu'on appelle la murabaha. La murabaha, c'est si simple, et le prophète était déjà la mudaraba. Le prophète était déjà un mudarab, alayhi salam, pour le compte de Khadija. Le principe est simple, donc il y a un investisseur, ce qu'on appelle Rabb al-Mal, qui confie un capital à un entrepreneur, le mudarab, pour réaliser une opération commerciale qui doit être charia compatible, bien sûr. Si l'opération est bénéficiaire, l'entrepreneur rembourse le capital et renverse à l'investisseur une part déterminée des profits, et lui, il obtient bien sûr sa rémunération. En cas d'échec, le risque est supporté en totalité par l'investisseur. Pourquoi par l'investisseur seulement? Parce que l'entrepreneur a perdu son travail et son expertise. Il y a des mudarabas limités dans un secteur déterminé ou avec des personnes déterminées, et il y a des mudarabas qui sont illimités, mutlaqa. Ça nous rappelle presque la technique d'une société en commandite, où il y a une partie qui finance et une partie qui réalise les opérations commerciales. Autre technique, la musharaka, c'est une forme de partenariat ou de joint venture. Les deux partenaires ici investissent et participent au profit et aux pertes. Et donc la banque ici peut intervenir comme gérant et peut vendre sa participation progressivement à l'autre partenaire, et ça permet à la banque de se dégager du projet. L'ijara, une autre technique, c'est comme le crédit bail, donc une opération de location où la banque achète un bien, meuble ou immeuble, et après la banque va louer ce bien va le louer, et donc on a un bénéficiaire qui loue ce matériel ou ce bien. Autre technique, c'est la vente salam. C'est une vente à terme, donc l'acheteur paye à l'avance en l'échange de la promesse de délivrer les biens. Autre technique, c'est la vente istisna',
Ici, c'est l'inverse d'un contrat vente-salam, c'est le contrat d'entreprise en fait. Une partie demande à une autre de lui fabriquer ou de construire un ouvrage avec une rémunération payable de manière fractionnée ou au fur et à mesure ou à terme. Autre technique, les sukuk, ce sont des titres représentatifs d'actifs. Ce ne sont pas des fractions d'emprunt, ce ne sont pas des actions et ce ne sont pas des obligations. Ce ne sont pas des actions parce que les titulaires n'ont pas le pouvoir d'actionnaire, ils ne participent pas à la vie de la société. Ils n'ont pas les prérogatives de vote ou ils ne participent pas aux assemblées. Et puis, ce ne sont pas des obligations parce que la rémunération n'est pas fixe, c'est une rémunération variable. Ces titres peuvent être émis soit par des États ou par des entreprises privées, et aujourd'hui, on note même les sukuk. Et la dernière technique, c'est en matière d'assurance, pas de financement, c'est l'assurance takaful, l'assurance solidaire. C'est une forme d'assurance coopérative ou mutuelle où il n'y a pas d'intérêt parce que les assurés se partagent les bénéfices et les pertes. Je dois attirer votre attention que parfois les schémas de financement islamique combinent plusieurs techniques. On peut combiner murabaha avec vente salam ou vente istisna. Donc c'est assez complexe dans la pratique. Je vais finir par l'histoire de la finance islamique. Le début des financements islamiques remonte en 1963 en Égypte. On a créé une première banque de financement islamique par un économiste égyptien très connu, Ahmed Najjar. C'est plus de la microfinance islamique. Puis on a créé la Banque islamique de développement en 1975, qui vise à encourager le développement économique des États membres, conformément aux principes de la charia. Et cette création a été déterminante parce qu'après, il y a plusieurs institutions financières islamiques. Dubai Islamic Bank, 1975, la première banque privée islamique, puis Kuwait Finance House, en 1977, et Bahreïn Islamic Bank. Et puis, on a même créé des institutions de financement islamique en Europe, notamment en 1981, à Genève, par une société holding, Dar al-Mal Islamic Trust, qui a des activités notamment en Afrique. Et après, le financement islamique s'est développé en Indonésie, en Asie et en Malaisie. Il y a plusieurs législations aujourd'hui qui ont été adoptées, notamment en Tunisie, au Maroc et au Liban. Il y a une question qu'on se pose, est-ce que pour accueillir ces techniques, on a besoin d'une législation spéciale, ou est-ce que la liberté contractuelle pourrait éventuellement être utilisée, invoquée, pour recevoir ces techniques? C'est une question qu'on se pose. Il y a même des législations aujourd'hui dans des pays qui ne sont pas musulmans, notamment au Royaume-Uni, pour réguler les sukuk. Je dois finir pour dire qu'aujourd'hui, pour promouvoir la finance islamique, il faut prendre en considération deux éléments. Il faut prendre en considération le fait que le financier islamique ou que la banque islamique, et souvent, son activité repose sur une activité commerciale. C'est une sorte d'un commerçant universel, le banquier islamique. Ils achètent dans tous les domaines, matières premières, des immeubles. Donc c'est un commerçant universel. Et donc le fait d'avoir la position de vendeur a des implications juridiques, notamment les garanties. Parfois, il est bailleur. Et le fait d'être bailleur, ça implique des obligations juridiques. Notamment, il doit effectuer les réparations, alors que le banquier traditionnel ou classique n'est pas soumis à ces obligations. Deuxième élément, sur le plan fiscal, les deux opérations où le financement islamique peut être plus cher que le financement traditionnel. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai expliqué, dans un contrat de murabaha, il y a deux ventes. Et lorsqu'on dit deux ventes, on dit deux TVA. Et si c'est une vente immobilière, il faut deux frais de notaire. Et il faut des frais d'enregistrement. Cela coûte assez cher. Et donc, il faut essayer de s'attaquer à ces deux facteurs pour les neutraliser, pour
pour promouvoir un peu la finance islamique. Je dois dire aussi que ces opérations de financement islamique doivent être certifiées par des comités, ce qu'on appelle les Sharia Board, et on trouve dans chaque banque un comité qui doit approuver et certifier les produits financiers conformes à la Sharia. Voilà, donc j'espère que c'était si simple et que c'est tellement simple que vous n'avez pas de questions à me poser. Je vous remercie. Merci, professeur Walid Ben Hamida, pour cette présentation liminaire, mais qui nous situe justement dans la, il a dit simplicité, mais je dirais dans la complexité de la finance islamique. Les commentaires et questions viendront après. Nous allons passer sans plus tarder à monsieur Ousmane Seck, qui est économiste, expert économiste à l'IRTI spécialement, toujours dans le groupe de la Banque islamique, pour la présentation du poids du financement islamique dans le système bancaire mondial. À vous. Merci beaucoup et je dirais merci chers compatriotes, comme ils m'ont déjà mis comme Camerounais, donc ça ne fait pas tous les jours qu'on a l'occasion de dire chers compatriotes, donc je vais en profiter autant que possible. Voilà, donc ma présentation est sur un peu le rôle de la finance islamique dans le système, bon, ils ont mis dans le système bancaire international, bon, mais je vais dire tout simplement que je vais parler du poids de la finance islamique dans le système financier international. Et ça passera par aussi parler du poids des banques islamiques dans le système financier international. Donc, en premier lieu, bon, ce qu'il y a lieu de dire, c'est que le système bancaire islamique, le système financier islamique est bien sûr une portion du système financier international et ça, c'est, disons que d'après beaucoup d'experts, la portion la plus dynamique. Actuellement, bon, le total des actifs est de 1890 milliards de dollars. Voilà. Donc la répartition, c'est qu'au niveau des banques islamiques, les banques islamiques ont 1493 milliards en termes d'actifs. Il y a aussi les institutions d'assurance qui ont une petite portion, 25 milliards de dollars. Les fonds islamiques, c'est 56 milliards de dollars. Et le Sukuk, c'est 318 milliards de dollars. Maintenant, pourquoi on dit que c'est en termes de croissance, c'est le secteur le plus dynamique? Parce que déjà sur cette figure-là, vous voyez que entre 2006 et 2016, presque le nombre en termes d'actifs, la part a été multipliée par 3. Donc c'est un peu, les actifs ont été triplés en l'espace de 3 ans. Actuellement, bon, on voit l'évolution un peu pour dire que c'est les banques islamiques qui ont la partie la plus importante. Au dernier chiffre que j'ai, en 2016, du point de vue des banques islamiques, leur part de marché est de 78%, 79%, les sukuk 16%, les fonds 3%, l'assurance 1,3%. Donc déjà, un triplement en 10 ans, c'est une croissance qu'on n'a pas dans les autres secteurs. Mais cette répartition-là, on peut aussi la voir quand on dit que la finance islamique a une croissance beaucoup plus rapide que la finance conventionnelle. On peut la voir aussi dans beaucoup d'autres pays où en bleu, on a les banques islamiques en termes de part de marché et en rouge, on a les banques conventionnelles. Donc en haut, on a les parts de marché si on se base sur la valeur des actifs. Et en bas, on a les parts de marché si on se base sur les dépôts. Donc, on voit que bon, dans tous ces pays-là, qui sont des pays assez importants, les banques islamiques ont une croissance beaucoup plus rapide. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire du point de vue de l'importance? Qu'est-ce que ça nous dit du point de vue de l'importance de la finance islamique dans le système financier international? Bon, 1,89 milliard, bon, en termes absolus, c'est important, mais en termes relatifs, donc, en termes relatifs, on voit que si on le met sur cette figure-là, on voit que bon,
c'est relativement moins de 1% du système financier international. Par exemple, le premier, en 1, on a le total des banques, de l'actif des banques. Par exemple, actuellement, les derniers chiffres que j'ai, c'est à peu près 78. Par exemple, les actifs des banques, c'est à peu près, je crois que ce que j'avais vu, c'est à peu près quelque chose comme 78 milliards. Trillions de dollars. Hein? D'accord. Donc, du point de vue aussi du marché des capitaux, à peu près 61 trillions de dollars, alors que les banques islamiques, la finance islamique ne fait pas 2 trillions de dollars. Donc, relativement, disons que c'est moins de 1% au niveau international. Mais si on se réfère à ce que ça représente au niveau des pays, on voit que c'est important. Voilà, ça c'est là où il y a, disons que c'est la répartition c'est la carte des pays où il y a, disons que des pays où il y a des banques islamiques. Oui, les pays membres de la BID. Il y avait 56 avant, maintenant, en Amérique latine, il y avait le Suriname, maintenant il y a aussi la Guyane. Donc, la finance islamique est importante non seulement dans les pays dits musulmans ou bien dans les pays membres de la BID, mais aussi même dans les pays non membres de la BID, la finance islamique aussi s'installe. Par exemple, il y a quelques années, l'Angleterre, la Grande-Bretagne a émis des soukouk. Pour 200 millions de dollars de pounds de soukouk, ils ont fait une substitution de plus de 2 milliards de pounds en termes de demande. Donc, ce qui veut dire que c'est une oversubstitution assez importante. Donc, il y a aussi le soukouk qui a été émis par le Luxembourg, et on s'est rendu compte que plus de 100% de ces titres-là ont été souscrits par les pays du Moyen-Orient. Il y a aussi l'exemple de Hong Kong, qui est un pays non musulman, non membre de la BID, qui en est à sa deuxième émission de soukouk, où ils ont émis 1,1 milliard de dollars, et tout a été, disons que tout est allé assez rapidement. Voilà. Donc ça montre qu'il y a l'intérêt pour la finance islamique, non seulement pour les pays musulmans et pour les pays membres de la BID, mais aussi pour les pays non musulmans. Maintenant, on a dit qu'au niveau global, c'est moins de 1% du volume des actifs. Mais ce n'est pas le seul critère pour mesurer l'importance, le poids de la finance islamique sur le marché, sur le système financier international. Parce que si en tout c'est pas très important, c'est relativement pas très significatif, dans certains pays c'est assez significatif. Par exemple, sur cette carte-là, sur ce tableau, on a la représentation en termes d'actifs par rapport au secteur bancaire national. Il y a 2 pays qui ont un système bancaire totalement islamique. C'est le Soudan et l'Iran. Donc, pour ces 2 pays-là, c'est 100%. Mais pour beaucoup d'autres pays aussi, il y a 12 pays sur ce tableau-là où le volume des actifs, la part de marché des banques islamiques, c'est plus de 15%. Donc, on dit que dans ces pays-là, le système bancaire islamique est systématiquement important. Donc, parce que, si du point de vue du contrôle, si 15% du système bancaire est disons, en difficulté, ça va se traduire par des difficultés pour le système financier dans sa globalité. Donc on a 12 pays dans lesquels le système bancaire, la part des banques islamiques est plus de 15%, donc c'est assez important. Voilà, si on se repère aussi sur ce tableau, on voit que une certaine concentration des actifs des banques islamiques dans certains pays. Par exemple, Middle East, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. On voit sur ce tableau-là que ça, c'était les résultats de 2014, mais j'ai les résultats de 2014 et de 2016 pour dire que, il n'y a pas un très grand changement par rapport à ce niveau. Donc, c'est le Middle East, le GCC, les pays du Golfe, et l'Afrique du Nord, même si on exclut les pays du Golfe, c'est parce qu'il y a l'Iran dedans. Donc l'Iran, c'est le plus grand pays en termes d'actifs islamiques. Et puis on voit que du point de l'Afrique subsaharienne, ce qui nous intéresse, ce n'est pas très important, c'est 20 milliards.
Donc, comparé aux autres, bon, c'est relativement faible. Donc, la majorité des actifs est contrôlée par les banques islamiques, mais il y a aussi les soukouk, où essentiellement c'est en Asie. Donc, on voit que, par exemple, sur ce tableau, c'est la part des soukouk, des actifs financiers islamiques en Asie, par exemple, surtout en Malaisie et en Indonésie, c'est presque le double de ce qu'il y a dans le GCC. Et bon, pour compléter le tableau, on a les fonds islamiques et les assurances islamiques. Donc, ce qu'il faut retenir sur ce tableau-là et sur le tableau qui vient aussi, c'est que l'essentiel des actifs s'est concentré en Iran, dans les pays du Golfe et, disons que en Asie du Sud-Est. Maintenant, non seulement les actifs financiers sont concentrés dans certains pays, mais aussi il y a une certaine corrélation entre les pays où la finance islamique a une importance systémique et la concentration même au niveau des actifs, des soukouk, c'est-à-dire que des titres qui sont émis par le secteur privé, par les gouvernements pour se financer. Et sur ce tableau-là, on le voit assez clairement. Par exemple, les pays où la finance islamique est systématiquement importante parce que ça représente plus de 15% des parts de marché. C'est dans ces pays où il y a presque 84% des titres qui sont émis pour financer le secteur privé et le gouvernement. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a où est-ce qu'on en est au niveau de l'Afrique? Sur ce tableau-là, on voit qu'il y a l'Afrique subsaharienne. Donc, on a un peu les actifs, le nombre de les dépôts, les actifs, ensuite le nombre de banques. Bon, en Afrique subsaharienne, au moins, on ne voit presque plus, il n'y a presque plus rien à voir au niveau du nombre de banques comparé aux autres pays. Parce que, disons que c'est une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle en même temps. Parce que ça veut dire que c'est là où il y a le potentiel. Parce que dans le premier tableau que mon frère Damji a présenté, on voit qu'il y a presque un tiers des pays de la BID sont en Afrique. Donc, ce qui veut dire que c'est là où il y a le potentiel. Donc, et même dans l'activité de réforme, de décentralisation qu'on observe à la banque, on a vu qu'il y a beaucoup plus de représentation en Afrique même que dans les autres continents. Par exemple, on a un bureau régional à Dakar, au Maroc, à Rabat, disons que plus de la moitié. Donc Dakar, Rabat, Égypte, Kampala et Nigeria. Donc 5 des 9 bureaux régionaux se trouvent en Afrique. Donc ce qui veut dire que la banque reconnaît que l'avenir se trouve ici actuellement en Afrique. Actuellement, ce qu'on observe, c'est que quand on voit du point de vue des actifs, on voit que le plus grand pays, c'est l'Iran, avec 33%, un tiers des actifs financiers islamiques, c'est en Iran. Parce que non seulement c'est un grand pays, mais aussi le système est totalement islamique. Ensuite, il y a l'Arabie Saoudite avec 20%. Ensuite, il y a la Malaisie et d'autres pays. Donc, pour ce qui est de l'Afrique, bon, on voit le Soudan avec 1%. Le plus grand, disons que le Soudan est totalement islamique, bon, puisque c'est un petit pays relativement aux autres. Donc, en termes de part de marché, donc l'Afrique reste le continent à développer. Donc, pour clôturer, bon, disons que si la finance islamique, comme on l'a défini dans les deux autres présentations, moi j'aime bien la définir un peu pour l'homme de la rue. Pour dire que, disons que c'est basé sur des principes qui sont des principes en général que le commun des mortels peut comprendre, quoi. Parce que quand on vous dit que pour avoir une partie des profits d'une entreprise, il faut prendre une partie des risques. Donc ça permet tout le monde peut s'identifier un peu à ça. Parce que si vous ouvrez votre boîte, par exemple un business, et vous prenez tous les risques, vous générez des revenus. Dans le financement islamique, la banque a un partenariat avec vous. C'est pourquoi la banque prend une partie des profits. Et si il y a une perte aussi, vous partagez aussi les pertes. Dans le financement conventionnel, vous payez 10%, 15%, quel que soit le taux d'intérêt, vous la payez, que vous fassiez des profits ou non. Donc, dans la finance islamique, on dit que pour avoir une partie des profits,
parce que c'est le profit que l'entreprise distribue. Pour avoir une partie des profits, il faut prendre une partie des risques. Un deuxième principe qui dit que tout ce qui est dans les transactions, il doit y avoir une certaine certitude sur ce qui se fait. Quand vous achetez et vous vendez, toutes les parties doivent savoir ce qu'il y a dans le produit. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a 3 semaines en Turquie, et si je vends une voiture, et je sais qu'il y a un problème avec la voiture, mais je dis à l'autre, vous pouvez prendre votre mécanicien pour vérifier. Vous pouvez prendre tous les mécaniciens du monde pour vérifier. Si vous êtes d'accord maintenant, on fait la transaction. Il me dit, est-ce que je peux faire ça? Je lui dis non, parce que vous savez déjà qu'il y a un défaut avec la voiture. Donc vous n'avez pas besoin de lui demander d'aller chercher quelque part pour voir un mécanicien qui va lui dire. Tout ce qui est tout ce qui peut faire de sorte que je décide de ne pas acheter, ou bien je décide de payer un prix moins cher, ça doit être, par exemple, quelque chose que toutes les parties doivent savoir. Donc, le deuxième principe, c'est que quand on achète et on vend, on doit savoir ce qu'on achète et tout ce qu'il y a comme information là-dedans. Un troisième principe qui dit que vous vendez quelque chose, ça doit être quelque chose qui vous appartient. Ok? Donc, c'est aussi quelque chose qui est un peu, disons que, assez lourd pour les praticiens. Donc, mais bon, d'un point de vue pratique, c'est quelque chose qui est quand même compréhensible. Un autre principe qui dit que si quelque chose est immoral, vous ne pouvez pas en profiter. Par exemple, je dis que moi, je ne suis pas musulman, mais est-ce que je peux vendre de l'alcool? Est-ce que je peux profiter de l'alcool? Je dis non, parce que vous ne pouvez pas financer un secteur qui est considéré comme un secteur immoral. Donc, le problème, c'est que la finance islamique évolue, surtout dans nos pays, en compétition avec la finance conventionnelle. Donc, c'est pratiquement, au plus des cas, c'est 1%. Donc, en termes de conditions, les banques islamiques sont à peu près obligées de s'aligner sur les banques conventionnelles en termes de coûts. Parce que si vous donnez des coûts beaucoup plus favorables, votre capital va disparaître le lendemain. C'est-à-dire que si le coût du capital c'est 10% ici ou 5%, vous faites à 2%, tout le monde va venir chez vous. Les gens qui s'intéressent à la finance islamique ou les autres, tout le monde va venir chez vous. Donc vous êtes un peu obligé de vous référer sur la finance conventionnelle en termes d'arbitrage pour voir comment structurer vos prix. Donc sur tout ce qu'on a dit ici, bon, on connaît les principes, mais il n'y a pas vraiment une structure à l'échelle internationale pour dire que ça c'est Sharia compliant, ça c'est conforme à la Sharia et ça ce n'est pas. Donc on aura toujours des critiques pour dire que bon, est-ce que c'est conforme à la Sharia ou non. Bon, mais je pense que dans chaque banque, il y a un comité de Sharia qui sera en mesure de dire si le produit est conforme à la Sharia ou non. Donc, même si on dit que c'est 2000 milliards, bon, certains vous diront que tout n'est pas Sharia compliant. Donc, une partie est Sharia compliant, une partie n'est pas Sharia compliant. Mais pour l'essentiel, bon, on se réfère seulement aux données qui viennent des pays. Donc, si la Banque centrale dit que la part des banques islamiques, c'est ça, c'est ce qu'on utilise. Donc, les données que j'ai présentées ici se basent sur ça. Donc, ce sont des données qui viennent de la Banque centrale des pays, quoi, en fait. Voilà, donc pour l'essentiel, c'est ça. On m'avait donné 20 minutes pour dire un peu le poids des banques islamiques dans le système mondial international. Donc, je pense que ça y est, quoi. Merci beaucoup. Merci, Dr Ousmane Seck, pour cette présentation qui nous a permis de faire un pas supplémentaire dans les premiers éléments de compréhension de ce qu'est la finance islamique et de ses différentes déclinaisons. Nous allons passer à une autre présentation, toujours introductive, si j'ai pu dire, celle qui va une fois de plus nous permettre d'accueillir notre ami Dr Mamadou Gamji, qui va nous présenter les produits, les différents produits ou les formes de financement islamique. Très rapidement. Oh. D'accord. À maître de vos plans va d'abord passer pour la présentation justement de l'articulation entre la réglementation islamique, de la finance islamique et la réglementation, si j'ai pu dire, républicaine telle qu'elle est pratiquée dans nos États et spécialement dans l'UEMOA, qui est un exemple comparatif. À vous, maître.
Les présentations de tout à l'heure ont eu l'avantage au moins de montrer les grandes lignes de ce qu'était la finance islamique. Et que maintenant, c'est comment ça marche quand on rentre dans le monde bancaire. Ce qui était très intéressant, c'est qu'on a vu que la finance islamique, finalement, c'est du commerce. Or, l'activité bancaire est une activité commerciale. Simplement, l'activité bancaire, elle se distingue par le fait que c'est une activité régulée. N'importe qui ne peut pas être banquier. Il faut être autorisé par un régulateur. Je peux ouvrir une échoppe dans la rue et vendre des pizzas. Je n'ai pas besoin d'autorisation. Pour être banquier, j'ai besoin d'une autorisation. Donc l'activité de banquier nécessite une autorisation. C'est là où la finance islamique, la banque islamique, va rentrer en contact avec la finance conventionnelle. Deuxième élément que vous devez avoir en tête, c'est que si l'activité de banquier est régulée, les contrats que font les banques sont généralement pas régulés. C'est le droit commun commercial, c'est le droit commun civil. Il n'y a pas de contrat bancaire imposé. Un contrat dans la finance conventionnelle, un contrat de prêt, un contrat de crédit bail, il n'y a pas un contrat qui est édicté par l'État et qui vous dit voilà le contrat que vous devez signer. C'est la liberté contractuelle. Donc ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est que le monde de la banque se distingue par le reste du commerce, par le fait que l'activité est régulée, mais les produits sont totalement libres. Et maintenant, comment on va pouvoir faire rentrer la finance islamique dans une activité régulée, là où les produits sont libres? Et une des premières questions qu'on doit avoir en tête, c'est que dans la plupart des pays du monde qui ont une finance conventionnelle, la banque se distingue par 3 caractéristiques. Pas 4, 3. Dépôt, crédit, moyen de paiement. Je laisse les moyens de paiement, c'est relativement simple. Dépôt et crédit. Et dans le monde de la banque conventionnelle, dépôt et crédit, il y a toujours derrière la notion d'intérêt. Et donc, comment on va faire rentrer la finance islamique dans une activité régulée pour laquelle il faut une autorisation et où l'activité rentre dans une loi bancaire? Car il n'y a pas d'activité bancaire qui s'exerce comme ça. L'activité bancaire, elle s'exerce parce qu'il existe une loi bancaire. Et cette loi bancaire, elle a été pensée pour la finance conventionnelle. Elle n'a pas été pensée pour la finance islamique. La finance traditionnelle, elle va vous dire dépôt, crédit, paiement. Mieux. Je crois que je vais me passer des slides complètement. Parce que j'ai peu de temps, donc c'est plus simple. Mieux. La finance traditionnelle, la plupart du temps, va vous dire, mais pour exercer cette activité de crédit, vous devez avoir une licence bancaire. Et cette licence bancaire fait que vous allez être régulé. Régulé pourquoi? Régulé essentiellement par rapport aux normes prudentielles. Une banque, c'est une activité super réglementée où quand vous devez mettre des fonds propres en face de vos engagements. Donc quand vous prêtez de l'argent, quelle que soit la forme dans laquelle vous la prêtez, quand vous prêtez de l'argent, vous devez mettre des fonds propres en face. Tout le monde de la finance, et pour les pays qui ont adhéré au principe du comité de Bâle, c'est-à-dire la plupart des pays, mais pas tous, tout le monde de la finance est organisé autour de la régulation prudentielle. Il n'y a pas d'activité de dépôt, il n'y a pas d'activité de crédit auquel ne soit pas liée une norme prudentielle. Et qui dit prudentielle dit derrière comptable. Et vous voyez où je veux en venir. Tout le monde prudentiel, tout le monde comptable n'intègre pas la finance islamique. Donc le grand défi, quand on veut exercer une activité de banque islamique dans des pays qui connaissent la finance traditionnelle, c'est de faire rentrer les principes comptables, les principes prudentiels, l'activité d'accès au marché en liquidité, toutes ces activités qui pour une banque traditionnelle ou conventionnelle sont bien normées, eh bien faire rentrer les activités de finance islamique dans ces normes-là. Alors, ce qu'on a fait il y a quelque temps, puisque c'était dans le cadre d'une mission qui était faite par IDB et ICD, par la banque, c'était
voir avec la BCEAO et l'UMOA comment on pouvait mettre en place un régime réglementaire qui adapte la finance traditionnelle à la finance islamique. C'était ça la mission. La mission, elle a duré longtemps, elle a duré 18 mois, puisqu'on a commencé par discuter de la méthodologie, ce qu'il fallait faire, et arriver à la fin à rédiger les instructions, les projets de directives, les règlements que la BCEAO ou parfois même l'UMOA doivent dorénavant édicter pour faire rentrer la finance islamique dans la finance traditionnelle. Donc c'était un très long travail parce que vous imaginez l'ensemble de la réglementation de la BCEAO. Donc je vais parler de la BCEAO parce que c'est ce que j'ai fait et que pour la zone CEMAC, justement, c'est là la question, mais je vous parle de ce qui a été fait. Donc pour la BCEAO, vous imaginez, on prend toute la réglementation qui existe, toute, et on se dit comment je vais pouvoir modifier cette réglementation pour faire entrer la finance islamique. On pourrait dire c'est très simple, je modifie, je change la loi. Eh bien non, une des premières demandes de la BCEAO était de dire ne touchez pas au traité de l'UMOA, ne touchez pas à la loi bancaire. Deux raisons. La première, c'est long et c'est compliqué de changer la loi bancaire. Donc, si on est parti pour 2, 3, 4 ans de modification, c'est un peu trop long. Deuxième raison, et c'est ça qui est intéressant, la BCEAO nous disait, nous sommes dans une zone économique et monétaire qui a un principe de laïcité. Et on ne peut pas, sauf à réveiller peut-être des discussions qu'on ne veut pas voir entendre, on ne peut pas prendre le risque d'intégrer dans une loi ou dans des traités internationaux, dans des pays qui ont un principe de laïcité, même si certains de ces pays sont à 90% musulmans, hein, on ne peut pas réveiller ce risque et intégrer dans la loi des principes de finance islamique. Donc c'était un travail difficile, puisqu'il fallait adapter la finance islamique dans le cadre législatif existant. Autrement dit, il fallait faire avec les outils du bord, et les outils du bord, c'était le pouvoir réglementaire de la BCEAO. Et c'est ce qu'on a fait en passant en revue l'ensemble des contrats qui étaient là. Une autre difficulté qui était liée, là aussi, au point précédent, la BCEAO dit « Moi, je suis une banque centrale ». Une banque centrale, elle n'a pas d'opinion religieuse. Elle gère la politique monétaire. Surtout dans une zone économique et monétaire qui, encore une fois, tous ces pays ont des principes de laïcité. Se pose la question du charia board. Où positionner le charia board? À la Banque centrale? En dehors de la Banque centrale, mais au niveau régional? Ou dans chaque banque? Ça, c'était une question qui nous a occupés pendant très 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 longtemps. Et c'était pas des considérations juridiques, c'était des considérations politiques. La Banque centrale a dit « Je ne peux pas avoir un charia board à l'intérieur de la BCEAO pour les raisons de laïcité que je vous ai exposées. » D'un autre côté, je n'ai pas tellement envie de voir autant de charia board qu'il y a de banques, pour les raisons que Walid expliquait, c'est-à-dire qu'il y a des écoles et des interprétations différentes, et qu'à la fin, moi, Banque centrale, je ne veux pas quand même qu'il y ait finalement des différences d'interprétation trop importantes sur les mêmes produits bancaires dans la même zone économique et monétaire. Et donc l'idée, c'est de créer un charia board à côté de la BCEAO, pas dans la BCEAO, mais à côté de la BCEAO, et qui travaille avec les BCEAO. Et si je voulais prendre un exemple, une image du monde de la finance conventionnelle, c'est un peu comme un comité de compliance extérieur à la BCEAO et qui rend son avis compliance, et que la BCEAO, ensuite, elle a, j'allais dire, son pouvoir propre, ainsi que la commission bancaire, pour vérifier la conformité des dispositions de la charia par rapport à ce qu'a dit ce charia board. Donc, vous ne pouvez pas imaginer toutes ces questions qui sont au départ pas très juridiques, mais qui nécessitent ensuite d'adapter le mode de fonctionnement le plus traditionnel au monde de la finance islamique. Alors, ce qu'on a fait après, c'est qu'on a été conduit à se poser un certain nombre de questions sur les contrats les plus simples. Je ne vais pas les reprendre, ils ont été pris par Walid tout à l'heure, mais prenez tout simplement le dépôt. Vous savez ce que c'est un dépôt? Je dépose de l'argent, je rends mon argent. Juridiquement, un dépôt, c'est conserver, restituer, avec ou sans intérêt. Mais si je dépose de l'argent, il y a aussi à côté un mécanisme de protection des dépôts.
les fonds de garantie des dépôts. Dans quelle mesure les dépôts islamiques correspondent aux dépôts bancaires? Et donc, dans quelle mesure les dépôts islamiques peuvent-ils bénéficier du fonds de garantie des dépôts? Voilà, par exemple, une question toute bête. Hein? Et ce n'était pas si évident que ça, puisque, comme on vous l'a dit, dans le dépôt islamique, il doit y avoir un risque. Par définition, dans un dépôt bancaire, il n'y a pas de risque. Puisque le fonds de garantie est là pour vous assurer que les 100 ou 1000 francs CFA que vous avez déposés vous seront restitués. Donc il n'y a pas de risque. Donc voilà un exemple relativement simple et relativement clair dans lequel il a fallu dire, mais la notion de dépôt même, le mot de dépôt, est-ce que je peux utiliser le même mot pour deux notions, pour deux approches totalement différentes? Vous prenez le kidam dans la rue, qui n'est pas la chance d'être ici et d'avoir bien eu toutes les introductions à la finance islamique, et qui ne comprend pas et qui voit dépôt islamique, où il voit dans sa banque dépôt. Dans son inconscient, il va peut-être penser que le dépôt dans la banque islamique va être restitué à 100%. Or, non, il y a un risque par définition. Alors, une des solutions qui était avancée, discutée, c'était faut-il réserver le dépôt islamique à des clients avertis, à des gens qui sont prêts à prendre le risque? Autrement dit, on touche ici à des questions plus de droit de la consommation, c'est jusqu'à quel point dans certains pays, jusqu'à quel point doit-on informer des risques les clients des banques islamiques, puisque les produits ont le même nom que les produits de la finance traditionnelle, mais n'ont pas le même contenu. C'est un peu comme le Canada Dry, ça ressemble, mais c'est pas pareil. Ben, l'idée, c'était de se dire, on va prendre des principes du droit de la consommation et on va donner plus d'informations aux clients de la finance islamique. On va essayer de ne pas utiliser les mêmes mots quand c'est possible pour éviter qu'il y ait une mécompréhension par rapport à ces mots, mais on ne va pas bien sûr interdire, ça serait complètement illogique, ou restreindre ces produits à une classe de population qualifiée, avertie, appelez-la comme vous voulez, mais en tous les cas sophistiquée. Ça n'aurait pas de sens. Donc voilà ce type de questions que contrat par contrat, il a fallu reprendre, avec à la fin, ça a été évoqué aussi, le grand problème de la fiscalité. Vous comprenez que ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est que finalement, le développement de la finance islamique dans une zone économique et monétaire, qui a une banque centrale unique, avec une loi bancaire unique, avec un système prudentiel qui est hérité de BAL 1, BAL 2, demain BAL 3, en tous les cas, l'UMOA est en train d'intégrer BAL 3. Donc, tout ce monde-là est le monde de la finance traditionnelle. Comment intégrer la finance islamique, surtout sous l'angle fiscal? Et là, on touche à un point politique. Autant la loi bancaire, c'est une loi de la zone économique et monétaire. Autant la loi bancaire donne des pouvoirs à la Banque centrale pour édicter des instructions. Donc, on a pu jouer, si je puis dire, sur le pouvoir réglementaire de la BCEAO par des instructions pour adapter la finance islamique. Mais vous savez mieux que moi que la fiscalité n'est pas du pouvoir de la Banque centrale. Que la fiscalité n'est pas du pouvoir de la CEMAC, mais ça reste du pouvoir de chaque État membre. Et donc là, on touche du doigt la difficulté pratique, c'est qu'il faut mettre en place autant de réformes fiscales qu'il y a de pays membres de la zone CEMAC ou de la zone UMOA. Ce qu'on a fait pour la BCEAO, conscient de ce problème, eh bien, on a préparé un projet de texte, un projet de directive UMOA sur la fiscalité. Mais là, on est dans un projet de texte UMOA, ça ne prend pas quelques mois pour être adopté, c'est un peu plus long. Et entre-temps, la finance islamique se développe, et comment on fait? Comme l'a dit Walid, eh bien, le risque, c'est qu'on a TVA, droit d'enregistrement et la totalité du risque fiscal qui vient alourdir la fiscalité, finalement, de la finance islamique. Et donc, une de mes suggestions dans la zone CEMAC, c'est bien, voyons ce que la Banque centrale voudra faire, mais une des priorités, c'est le traitement fiscal. Et ici, au Cameroun, vous pouvez déjà, puisque c'est de la compétence de la République du Cameroun, ou la compétence déjà, et ça a été évoqué tout à l'heure, par exemple des pays comme la France ou le Royaume-Uni, qui ne sont pas des pays, par définition, dans lesquels il y a une influence dans la réglementation islamique forte,
Eh bien, ça fait déjà de nombreuses années que la direction fiscale en France a émis des instructions sur le traitement fiscal des contrats de Murabaha et tout autre contrat de finance islamique. L'ensemble des contrats a été passé en revue par la direction fiscale. Et le principe en a été très simple, neutralité fiscale. Autrement dit, il ne faut pas que recourir à la finance islamique fasse porter un coût fiscal inadéquat. Donc le principe a été considéré que la finance islamique devait être fiscalement neutre et ne pas rajouter une couche fiscale en termes de coûts. Ça a été fait dans des pays laïques, et très laïques, vous le savez bien, comme la France. Donc si on arrive à faire une neutralité fiscale sur les finances islamiques dans un pays comme la France, vous devriez pouvoir y arriver, j'espère, ici au Cameroun et dans la sous-zone économique. Voilà mon message. Mon message, c'est pour que la finance islamique se développe dans les pays des deux zones monétaires de francs CFA, il faudra à un moment traiter le sujet fiscal. Le sujet fiscal, c'est un sujet national. Vous pouvez aujourd'hui avoir les moyens de le traiter. À côté de ce sujet fiscal, il y a la question plus juridique, sur laquelle je terminerai par là, une question qui est un peu compliquée. Quand je fais de la finance islamique, est-ce que je la fais par une fenêtre islamique ou est-ce que je la fais par une banque de plein exercice islamique? Vous savez qu'il existe ces deux possibilités, vous le savez ou pas. C'est soit vous avez déjà une licence bancaire qui a été obtenue par la Banque centrale pour faire les activités de crédit et de dépôt que j'ai évoquées tout à l'heure. Et dans ce cas-là, vous allez faire une fenêtre islamique à l'intérieur de votre licence bancaire. Alors la BCEAO a dit, très bien, ce ne sera pas une nouvelle licence, ce sera un nouveau programme d'activité. Autrement dit, il n'y a pas de licence de banque islamique pour les fenêtres, mais c'est un programme d'activité. Donc vous devez avoir une comptabilité séparée, du personnel séparé, une formation du personnel séparé, mais je veux vérifier que vous avez, moi, BCEAO et commission bancaire derrière, je vais vérifier que vous avez les moyens d'avoir cette séparation entre la fenêtre islamique et le reste de la banque. Et soit vous voulez faire une banque islamique de plein exercice, sans fenêtre, donc sans activité conventionnelle, et là la BCEAO dit c'est une licence nouvelle. Et donc dans ce cas-là, il faut faire un dossier total et complet. Et forcément, c'est plus long. Et donc une des questions qui se pose ici dans la zone CEMAC, c'est que tant qu'il n'y a pas de projet de texte pour faire des banques de plein exercice islamique, ça passera plutôt par des fenêtres islamiques au sein des banques déjà régulées. Et c'est un petit peu, encore une fois, l'une des deux voies qui a été adoptée dans la zone UMOA. D'ailleurs, je note aussi au Maroc, puisque le Maroc, qui appelle ça finance participative, est très en avance sur le sujet aussi, avec les deux possibilités, fenêtre ou licence de plein exercice. Voilà, je me suis éloigné de mes diapositives, il y en a une cinquantaine, donc vous les verrez. Elle rentre un peu plus dans le détail. Je voulais surtout bien vous faire comprendre que la banque, c'est une activité régulée, et que comme c'est régulé, je ne peux pas me mettre au coin de la rue et dire je fais la finance islamique. J'ai besoin d'une autorisation, c'est la Banque centrale qui le donne, et pour que la Banque centrale le donne, il faut qu'elle vérifie si la finance islamique rentre dans les principes de la finance conventionnelle. Pourquoi? Parce qu'à la fin, il y a BAL 3, BAL 2, BAL 1, et ça, on n'y coupera pas. Simplement, et je n'ai pas parlé des normes IFRS, etc. Bon. Donc tout ça, il faut que ça colle. Et ça, c'est un travail long qui a été fait grâce à ICD et à la BID sur la mission que nous avait été confiée avec le cabinet IFAS pour adapter l'ensemble des instructions de la BCEAO à la finance islamique. J'étais un peu décousu, mais c'était pour tenir les 8 minutes qui en ont fait 10. Je suis désolé, Monsieur le Président, mais c'est moins que 20 minutes et les 30 minutes qui m'étaient au départ accordées. Merci beaucoup.